Alors, dans cet exercice, on doit calculer CVS, la tension de sortie. Je vais mettre pour résoudre cet exercice, c'est-à-dire connaître ce qui se passe dans le circuit, on va d'abord, dans un premier temps, utiliser la méthode générale d'analyse des circuits. Je vous ai décrit comment fonctionnait cette méthode d'analyse générale la dernière fois. Elle consiste en 3-4 étapes à peu près. La première de ces étapes, c'était quoi? Flécher le courant. Flécher le courant. Et quand on flèche le courant, on essaye de le flécher dans le sens réel du courant. Hein? Pour connaître le sens réel du courant, on essaye de savoir où est le potentiel le plus bas et le potentiel le plus haut dans le circuit. Ici, c'est assez facile parce que si on fixe ici le 0 volt, hein, on peut le mettre où on veut, comme je vous l'avais déjà dit, et ce générateur impose 10 volts à ses bornes, c'est un générateur de tension. Donc ici, le potentiel, c'est plus 10 volts. Et du coup, si le potentiel ici, c'est plus 10 volts, eh bien on sait que les charges, après, spontanément, c'est-à-dire dans les résistances, notamment, vont s'écouler du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. C'est comme une pression électrique plus forte ici. Donc en fait, les charges vont couler comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que les courants vont être comme ça. Allez, je mets plein de flèches partout, même si c'est complètement inutile. C'est le début, je le fais comme ça. Ensuite, on va commencer à donner des noms à ces courants. Hein? Par exemple, si celui-là je l'appelle I1, celui-là je l'appelle comment? Je l'ai dit la dernière fois, ça? Ouais. Donc tout ce qui rentre égale tout ce qui sort. Donc en fait, c'était stupide de mettre deux flèches, on va en mettre une seule. D'accord? Celui-là, je l'appelle I3, là c'est toujours du I3, ici c'est du I3, et ici ça va être du I2. Voilà. Et ici, je mets quoi là? Alors, ça c'est un fléchage qui n'est pas optimal. Parce qu'en fait, pour éviter d'écrire un maximum, enfin éviter d'écrire trop d'équations ou beaucoup d'équations surtout, pas trop, eh bien on va appliquer directement la loi des nœuds sur le circuit. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple ici, je ne vais pas écrire I1, mais directement je peux écrire I2 plus I3. Par exemple, je suis obligé de faire ça. De toute façon, ces courants, c'est tous les mêmes. Hein. Et ici, celui-là, je l'appelle I2 plus I3. Voilà, c'est intéressant de faire ça. Vous verrez que ça évite de se noyer dans les équations. Une fois qu'on a fait cette première étape, après, il faut flécher toutes les tensions, toutes les mailles là. Donc, c'est pas très compliqué. Le générateur, il a déjà sa flèche, mais je en remets une. Soyons pas fous. Et puis ensuite, on va flécher la tension au bord de la résistance ici. Voilà. Et les résistances, je les flèche. Vous avez vu comment je les flèche? En convention SSE. Sens de la flèche de tension, inverse, le sens de la flèche de courant. Alors, une fois qu'on a fait ces deux étapes, maintenant, on a déjà fait deux, hein, et bien maintenant, il faut écrire les lois des mailles, ou des lois des mailles. Et pour ça, eh bien, il va falloir choisir des mailles. Donc, première question, combien il y a de mailles dans ce circuit? 3. D'accord? Vous avez les deux petites et la grande. Voilà. Donc, et combien a-t-on d'inconnus en courant? 2. On en a plus que 2, hein, puisqu'on a écrit la loi des nœuds directement. Donc normalement, il va suffire pour obtenir la valeur des courants, il va suffire d'écrire seulement 2 lois des mailles. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'écrire les 3. Donc il va falloir choisir 2 mailles parmi 3. Et donc, pour choisir les mailles, eh bien, on pourrait faire à peu près n'importe quoi, enfin, au hasard, ça marche dans cet exercice. Mais des fois, le hasard fait mal les choses, des fois, il le fait mieux. Alors on va orienter le hasard. Et la technique, c'est de choisir les mailles qui vont conduire aux équations les plus simples. Et en fait, pour conduire aux équations les plus simples, eh bien, il faut éviter les mailles où les expressions en courant risquent d'être compliquées. Alors, c'est pas grand-chose, mais en fait, les expressions en courant, c'est à quel endroit qu'elles vont être plus compliquées? Ça va être si on passe dans cette branche-là, parce que là, le courant s'écrit I2 plus I3, ce qui est une écriture plus compliquée que simplement I2. Et en plus, le I2 plus I3, il va vraiment apparaître dans l'équation des mailles ici, puisqu'il y a une résistance. Voilà, donc pour le moment, je vais éviter cette branche-là. Et donc, naturellement, je vais choisir plutôt cette maille-là. Si vous choisissez, je sais pas moi, une maille qui utilise cette branche au début, c'est pas grave. C'est juste que vous compliquez un peu les calculs par la suite. Donc ça va être la maille jaune. Et la maille jaune, maintenant, j'écris la maille des mailles et je dis la somme des tensions qui tournent dans ce sens-là égale la somme des tensions qui tournent dans l'autre sens.
Donc là, ça me donne. Alors, VS, j'oublie pendant. J'oublie quelques temps. Pour le moment, on cherche les courants. Donc le VS, en fait, il va s'appeler R2I2 pour moi, à la loi de Ohm. Voilà, dans un coin de ma tête, je nomme que ça, c'est quand même VS. Et ensuite, les deux autres tensions qui tournent dans l'autre sens, c'est R3 fois I3 plus R4 fois I3. Et ça nous donne la première loi des mailles. Voilà. Pour la deuxième loi des mailles, puisqu'il faut que j'en écrive une deuxième, cette fois, il va falloir que j'intègre une nouvelle branche. À chaque fois, il faut quand même intégrer une nouvelle branche. Donc, je vais être obligé de passer par la branche que je ne voulais pas utiliser en première instance. Ensuite, je peux la refermer soit par R2, soit par R3 et R4. C'est quoi qui va produire l'équation la plus simple? Est-ce qu'il vaut mieux refermer par R2 ou par R3 et R4? Bah, par R2, c'est plus simple puisque j'aurais juste un terme R2I2 au lieu d'avoir deux termes en rajouter. Donc en fait, je vais utiliser, voilà, ça va simplifier un tout petit peu les calculs si je prends cette manière. Voilà, mettons que l'oriente comme ça, enfin peu importe. Le VE, alors le VE je le connais, au Pletling, égale à R1 fois I2 plus I3. Et puis je referme par R2, donc la tension de bande de R2 par l'oiseau, c'est R2 fois I2. Et ça, maintenant, on va considérer ça. On a écrit suffisamment de lois d'émail. D'ailleurs, on a bien utilisé toutes les branches du circuit aussi. C'est nécessaire pour avoir suffisamment de lois d'émail. Et puis surtout, on a deux équations, alors qu'on a deux inconnus là-dedans, que sont. C'est quoi les deux inconnus? Ces équations I2, c'est I2 I3, c'est les courants en fait. Donc ça, on va considérer qu'on a un système de deux équations à deux inconnus. Et on va résoudre ça, mathématiquement. Pour le résoudre, il y a plusieurs méthodes plus ou moins sophistiquées. Quand on a juste deux équations à deux inconnus, ce qui est le plus efficace, c'est la méthode de la substitution. La méthode de la substitution, ça consiste à sortir une des inconnues d'une des équations, isolée, une des inconnues dans une des équations, et injecter ça dans l'autre. Donc par exemple, je vais prendre l'équation 1 là, et je vais la travailler pour isoler une inconnue. Alors laquelle je vais isoler? Est-ce que je vais isoler plutôt I2 ou est-ce que je vais isoler plutôt I3? I2. Bah, perdu, je pense qu'il vaut mieux isoler I3. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche à la fin, au bout du bout? Eh bien, on cherche VS. Et pour avoir VS, j'aurais besoin d'avoir I2. Donc I2, il faut que je la conserve le plus longtemps possible pour la calculer en premier. Pareil, c'est pas grave si vous le faites dans l'ordre inverse, et vous allez perdre un peu de temps. D'accord? C'est pas très grave. Donc je vais plutôt isoler I2, I3, donc pour ça, bah, je réécris l'équation, donc en deux temps. Là, le I3 est sur les deux termes, donc je le mets en facteur. Et j'en déduis I3 égale R2 divisé par R3 plus R4. Alors, cette équation, on va l'appeler 1B. C'est l'équation de substitution. Je vais même l'encadrer parce qu'elle nous servira tout à l'heure. Un petit résultat intermédiaire. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'injecte cette équation 1B dans l'équation 2. L'équation 2, c'est celle-ci. Et donc, je la réécris. Elle devient VE égale R1 fois, alors le I2, le I2, ça reste I2, mais c'est le plus I3, donc là, je n'écris pas I3. À la place de I3, je remplace par tout ça. Donc, je mets R2 fois I2 sur R3 plus R4. Ensuite, je reviens sur cette équation, là, je vais juste écrire le I3, puis après, je mets plus R2 fois I2. Et dans cette équation, je n'ai plus qu'une inconnue, que je vais vous mettre je vais vous la souligner en rouge, là, voilà, c'est I2, et à trois endroits. Donc il faut que j'isole le I2. Alors, je vais le faire en deux temps pour pas aller trop vite. Voilà, j'isole le I2, ben en fait il est dans tous les termes de cette somme, donc en fait je peux le mettre en facteur ici. Voilà, donc je peux mettre I2, puis j'ouvre une parenthèse. Et le I2 qui est ici, ben celui-là il est multiplié par R1 qui est dans la parenthèse. Donc je mets un R1. Ce I2 qui est ici, il est multiplié par
Alors, multiplié par R1, qui est devant la parenthèse, donc R1 multiplie celui 2, mais aussi celui-là. Et celui-là est aussi multiplié par R2 et divisé par R3 plus R4. Donc je mets tout ça, ça fait R1, R2 sur R3 plus R4. Non, ça fait I2 fois tout ça. Et ensuite, il y a ce dernier terme. Et là, le I2 est seulement multiplié par... Voilà. Ensuite, il faut que je retourne la formule, c'est-à-dire il faut que je divise par cette parenthèse de chaque côté de l'égalité pour isoler le I2. Donc ça va nous donner I2 égale I2 sur R1 plus R1 R2 plus R4 plus R2. Et voilà, on est presque au bout du problème. On va faire une première application numérique tout de suite pour obtenir la valeur de I2. Donc le VA, il vaut 10 volts. Divisé par R1, c'est 10 ohms. Ensuite, j'ai R1 fois R2, ça fait 10 fois 22. Je mets 220 direct. Allez. R3 plus R4, ça fait 12 plus 8,2, ça fait 20,2. Plus la dernière, c'était R2 qui fait 22. Allez, à vos machines s'il vous plaît. Je confirme le résultat. Allez, prendre un chiffre de plus, on va prendre 3 chiffres significatifs sur tout ce résultat intermédiaire. 233. On est d'accord que là, on n'est encore pas, je vais quand même. Voilà. Donc, ce résultat, mais on n'a pas au bout de la question du problème, la première question, puisque ce qu'on voulait calculer, c'est VS. Mais maintenant, ça va être très facile, puisque VS, c'est R2. Donc VS. Et donc R2, c'est 22. Multiplie 0,233. Combien ça fait 526. Bon, là, ça fait un peu beaucoup de chiffres significatifs, mais c'est pas grave. Donc je vais dire tout. Donc cette méthode générale nous a bien conduit au résultat. Voilà, il y a des questions sur cette première l'exercice. Je n'avais pas suivi, mais comment vous avez trouvé la deuxième ligne? Celle-là? Ouais. Ben, j'ai le I2, alors je vais répéter, je l'ai dit. Mais le I2, en fait, j'ai vu qu'il était présent dans chacun des termes, ici. Donc je l'ai mis en facteur. Ouais. D'accord. Donc je sais qu'il va être en facteur du tout, donc j'ai commencé par écrire I2. Et puis ensuite j'ai considéré ce I2, j'ai vu qu'il était multiplié par R1, donc j'ai mis R1 en tête. Voilà. Et puis ce I2 était multiplié par R2 sur R3 plus R4, mais aussi par R1. C'est ça qu'on a tout ça. Et puis plus R2, et le I2 multiplié par R2 ici. Si vraiment comment dire, ça pose un problème, tu redéveloppes tout ça. Tu vois. On les avait Voilà. Tu fais une ligne intermédiaire, la ligne intermédiaire qui est obtenue en fait en prenant l'I2, en développant sur la parenthèse, et tu vois que ça colle. Allez, on va continuer. Donc, il y avait d'autres questions. Alors, il y avait des petites questions sur les puissances. Il fallait calculer PR4, la puissance reçue par, dissipée par R4. C'est ça? Alors, PR4. Alors, comment on fait pour calculer la puissance dans une résistance? Alors, U fois I, c'est le truc standard. Sauf que si on fait ça, eh bien, il va falloir connaître la tension borne de R4 et le courant qui traverse R4. Voilà. Ensuite, vous avez des formules plus rapides. Vous avez U au carré sur R ou RI carré. Qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser à votre avis? U carré sur... Alors, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quoi qui va être le plus facile à calculer compte tenu de ce qu'on a fait? Est-ce que c'est plus facile de calculer cette tension ou le courant I3? Pourquoi c'est plus facile de calculer I3? Oui. On a, c'est dans l'équation substitution, vous voyez. Dès qu'on a I3, I2, on a I3. En fait, la méthode générale,
l'analyse des circuits, elle conduit naturellement au calcul des courants avant le calcul des tensions. Donc c'est plus adroit d'utiliser la formule R carré. Alors la formule R carré, si je la décline, ça fait R4 fois I3 au carré. Voilà. Avec I3 égale, je ne vais pas rappeler l'équation, elle est là. Je mets directement les valeurs numériques. R2, I2, c'est même pas la peine que je le recalcule. R2, I2, c'est combien? C'est VS, donc c'est 5,126 divisé par R3 plus R4, ça faisait 20,2. Voilà, égal. Je vais le mettre là. Ouais. Égal 0,254 ampères. Et donc la puissance à la fin, ça nous fait donc R4 12 ohms qui multiplie 0,254 carré. Allez, encore un petit tour de machine. ,77. Ok. Voilà, maintenant je vais passer l'équation de substitution. Elle a joué son rôle, j'en ai plus loin. Place. Et il reste une dernière question maintenant, c'est calculer la puissance fournie par le générateur. Dans les puissances à calculer, il y a plus ça. Alors PVE, comment on fait pour calculer la puissance fournie par le générateur? On va faire U fois I. Et U fois I, ça va bien donner la puissance fournie, puisque le générateur, il est bien fléché en convention générateur. Vous voyez le courant là, avec le courant dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Donc je vais écrire que c'est VE. Le U, il s'appelle VE en fait dans le circuit, et le I s'appelle voilà, I2 plus I3, qu'on avait appelé aussi I1 au départ, j'aurais pu mettre I1, c'est pareil. Et ensuite, eh bien, ça nous fait donc 10 volts que multiplie, et là, il faut que ce soit les deux courants. Alors ça fait 0,233 plus 0,254 égale 10 qui multiplie 0,487 égale 4,87. Voilà, on est arrivé au bout des trois premières questions. Je dirais au bout de l'exercice, parce que la dernière question, c'est refaire l'exercice par une autre méthode. On a tout trouvé. Alors avant qu'on passe à la deuxième méthode, je vais juste poser une petite question. Si je m'étais à m'amuser à calculer la puissance dans toutes les résistances, on a fait celle-ci, vous êtes d'accord, comme on connaît tous les courants, on a pu faire celle-là, celle-là et celle-là. Et que je somme toutes ces puissances, qu'est-ce que je dois trouver comme résultat à la fin? 4,80 4,87, oui, pourquoi? Parce que c'est la puissance fournie dedans. Alors, c'est pas la loi des nœuds, c'est la loi de la conservation de l'énergie. C'est-à-dire que la somme des énergies consommées par tous les éléments du montage, c'est égal à la somme de l'énergie, c'est égal à l'énergie fournie par le générateur. Souvenez-vous, en termes d'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée. Voilà. Et tout ce qui est fourni par le générateur correspond à la consommation de tous les éléments qu'il y a dans le circuit. Alors, on ne va pas le faire parce que ça rajouterait un peu de temps de calcul, mais vous pouvez le faire chez vous et vous allez vérifier que ça colle bien. Voilà. Donc, des questions par rapport à cette première méthode? Alors, cette première méthode, vous l'avez déjà constaté un petit peu, elle est un peu calculatoire. D'accord, le circuit est facile, et c'est une méthode facile, pas trop compliquée.
Et quand les circuits se compliquent, cette méthode peut devenir très calculatoire. Et on peut noircir des tableaux de calcul avec des gros risques d'erreur. Okay. Donc ce que je vais vous apprendre dans ces TD là, c'est d'utiliser des théorèmes de simplification des circuits qui vont permettre d'obtenir les résultats sans résoudre d'équations et encore moins de systèmes d'équations. Donc on va essayer de faire ça maintenant. Et dans les théorèmes qui vont permettre de simplifier le circuit, eh bien, il va y avoir les voies d'association de résistance, soit en série, soit en parallèle. Alors, je vais vous faire ça, je vais vous faire le rappel de cours là-dessus, comme ça sera fait pour tout le monde, une bonne fois pour tous. Et après, on utilise ça. Bah, c'est dans le polyjaune, parce que tout ce que je vais dire là, c'est dans le polyjaune. Alors, on va commencer par les résistances en série, câblées en série. Pour pouvoir identifier si deux résistances sont câblées en série ou pas, il faut mémoriser une petite phrase du poly qui dit que deux résistances sont en série. Alors, on va aller dans le poly, pour voir. Hein. C'est page 11. Au milieu de la page, il est écrit deux résistances sont en série si tout le courant qui sort de l'une n'a pas d'autre choix que de passer par l'autre. Voilà. Alors ça se traduit comment en termes de circuit? Bien, vous avez une première résistance comme ça, on va faire un, avec un courant qui rentre dedans, peu importe, et donc qui ressort par là, et là il faut absolument qu'il passe dans l'autre résistance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de fuite qui lui permette de s'échapper entre les deux résistances et d'aller ailleurs. Ok, donc R1, R2 comme ça. Ça c'est en série. Et bien ça on va montrer que ces deux résistances en série c'est équivalent à, électriquement, ça peut être équivalent à une seule résistance, et la résistance équivalente c'est R qui vaut R1 plus R2. Alors, on va même le démontrer parce que c'est très facile à démontrer. Pour le démontrer, il suffit de donner un nom au courant, je sais pas, la tension, les deux tensions ici, je les appelle, bon, même pas, je les appelle pas, comme on fait d'habitude. Voilà. Et puis, si ça c'est équivalent à une résistance, ça veut dire que quand j'ai le courant ici, eh bien, je vais avoir une tension ici. Donc ça c'est le. Si je regarde le schéma du dessus, celui-là, bien j'écris quoi? J'écris que U, c'est la somme de ces deux tensions par virale. Donc ça va être R1I1, R1I pardon, plus R2I. Voilà, je peux mettre par facteur le I, ça fait R2, R1 plus R2I. Voilà. Et maintenant, si je regarde le schéma du bas, eh bien, je dois écrire U égale RL fois I sur ce schéma-là. Et si je veux que les deux expressions coïncident, eh bien, j'ai pas le choix. Il faut que RL corresponde à R1 plus R2. Alors l'autre association possible, ça va être des résistances en parallèle. Voilà. Par contre, attention, il y a des fois, les gens ils disent si c'est pas en série, c'est en parallèle. Non, ça peut être rien du tout. Il faut se méfier. Donc les résistances en parallèle, donc là vous avez une petite phrase aussi qui est importante. Vous verrez au travers de l'exercice qu'elle a son importance. Donc deux résistances sont en parallèle, c'est page 12, si elles sont connectées entre les deux mêmes points de potentiel. Donc par exemple, si je veux mettre des résistances en parallèle, je vais mettre un potentiel A, un point de potentiel A, en bas un point de potentiel B, et je dois faire mêler mes résistances entre ces deux mêmes points de potentiel, c'est-à-dire par exemple ça. R1, R2. Voilà. Et bien on démontre que ça c'est équivalent à une ERL. Une résistance équivalente. Et comment calcule-t-on cette ERL? Alors vous avez deux formules possibles, oui. C'est 1 sur R égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Alors on peut l'écrire celle-ci, mais elle n'est pas très pratique parce que elle m'intéresse quand même. Elle ne te donne pas directement R mais 1 sur R. Oui. Sinon l'autre c'est R équivalent égale R1 fois R2 sur R1 plus R2.
Ouais, ça marche aussi. Alors, ce que je vais faire, tu vois, je vais écrire celle que tu as dit, mais en fait, ce que je vais faire là, c'est regarde, plutôt que d'écrire 1 sur. Enfin, là, avec cette méthode-là, on calcule l'inverse de REC. Donc, quand on a calculé ça pour obtenir REC, il faut réinverser le résultat. Donc, une façon d'écrire ça, c'est d'écrire que REC égale 1 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Mais ça fait beaucoup de traits de fraction. Alors moi, ce que je mets comme écriture pour éviter, vous verrez ce que je mets souvent, je mets REC égale voilà, pour éviter le double trait de fraction, c'est juste pour penser à bien inverser le résultat à la fin, je mets le gros trait de fraction avec un exposant moins 1. Ça, on va en revenir quand même, c'est pas mal. L'expression, ça c'est ce qu'on écrira souvent dans les exercices. Et puis vous avez une autre expression qui dit REC égale R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc ça en fait c'est la même chose que ça, mais vous vérifiez, il suffit de multiplier le numérateur par R1 R2 et le dénominateur également par R1 R2, ça conduit à ce résultat. Donc, tout est équivalent. Ouais, je vais vous faire une démonstration. Avant de faire la démonstration, je voudrais, vous voyez que vous avez plein de formules possibles, lesquelles il vaut mieux utiliser. Oui. Par exemple, pour la première, elle peut être utilisée que quand il y a deux résistances, enfin, on met en compte deux résistances. Voilà, alors, il y a un pas de danger à mettre sur la première, hein. C'est que si jamais on met 3 résistances, là, c'est-à-dire si j'en rajoute une troisième ici, là, voilà, et bien cette formule, je pourrais tenter de la prolonger comme ça. Et là, ça ne va pas marcher. Et pourquoi c'est sûr cette formule est fausse? Il y a un moyen de détecter très rapidement que cette formule est forcément fausse. Non, ça ne change pas, ça. C'est pas ça le évident. Alors, c'est une question d'homogénéité de la formule. Vous savez ce que ça veut dire, homogénéité d'une formule? Oui. Parce que du coup, ça fait des ohms par des ohms carré, ça fait plus sur Voilà. des ohms. Il faut que les unités de part et d'autre se correspondent. Ici, si on regarde l'unité de ça, c'est résistance, c'est en ohms. Alors qu'ici, on va avoir des ohms fois des ohms fois des ohms, c'est des ohms au cube, divisé par une somme de résistance, ça c'est en ohms. Donc ça fait des ohms au carré de ce côté et des ohms de ce côté d'égalité. Donc c'est sûr, ça c'est faux. Celle-là, on ne peut pas la généraliser à 3 résistances. Voilà. Par contre, celle-ci, aucun problème. Okay. Et puis celle-là, pareil. Voilà. Autre avantage, vous verrez des fois dans les exercices de celle-là, c'est que des fois, j'enlève la R3, mais bon, c'est pour simplifier. Des fois, on est amené à se poser une question qui est la suivante. Je veux, je sais pas moi, j'ai qu'une résistance de 100 000 ohms que je voudrais modifier un petit peu pour qu'elle tombe à, je sais pas moi, 95 000 ohms. 95 000 ohms, c'est pas une valeur normalisée de résistance, on la trouvera pas. Ça n'existe pas. Et je veux un peu de précision, je veux 95 000 ohms, mais non pas 100 000. Et bien la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je dois mettre en parallèle d'une résistance de 100 000 ohms pour obtenir une règle de 95 000 ohms. Si vous partez de cette formule, c'est assez pratique parce que vous voyez qu'il suffit d'isoler le R2 qui est tout seul de ce côté. Et comme vous connaissez votre valeur de R1 et de R1, vous obtiendrez R2 facilement. Si vous partez de cette formule que j'ai déjà bien gribouillée, vous voyez que le R2 est à 2 endroits. Vous allez y arriver. Hein. Si vous savez calculer, vous allez y arriver, vous allez faire 3-4 lignes de calcul pour isoler R2. Et donc finalement celle-ci elle a moins d'avantages que celle-là, puis celle-ci elle se retient facilement. Franchement. En plus elle se généralise. Allez, je vous fais la démonstration. Alors la démonstration c'est très très simple. On écrit le courant ici, on l'appelle grand I. Et puis les courants dans chacune des résistances, on appelle ça I1, I2 et
I3 par exemple, vous voyez, on va démontrer qu'un 3. Et en fait, on écrit la loi des nœuds, c'est-à-dire on écrit que I égale I1 plus I2 plus I3. Ensuite, si on regarde dans ce circuit la tension entre A et B, ben, la flèche, hein, elle est là. Et dans le circuit équivalent, ben, on la retrouve ici. Ben, si je regarde ce circuit, je vais écrire que UAB égale REC fois I. Si je retourne cette fois donc, le I qui est ici, je peux le remplacer par UAB sur REC. D'accord? Et maintenant, si je regarde ce circuit-là, le I1, je peux le remplacer par UAB divisé par R1. Le I2, ça sera UAB divisé par R2. Et le I3, UAB divisé par R3. On divise tout par AB de chaque côté. Ou on prend AB, UAB égale 1. On a le droit aussi de le faire. Et ça vous donne directement ça. C'est vu? Ouais. Alors maintenant, on va repartir sur cet exercice. J'efface tout. On considère qu'on part de 0, repart de 0, on ne connaît rien de rien. Voilà. Je vais juste flécher les courants et vous allez voir comment je ne vais même pas m'embêter. Si j'aurais pu laisser I2 plus I3, on va le garder comme ça. On va quand même marquer I1 égale I2 plus I3. Et alors pour attaquer cet exercice, là je vais me dire, je commençais tout de suite à me dire, tiens, est-ce que je ne pourrais pas regrouper des résistances, c'est-à-dire que dans ce circuit, il n'y aurait pas des résistances en série ou en parallèle. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Il y a deux résistances en série, Oui, lesquelles? R1 et R3. Alors R1 et R3. Est-ce que tout le courant qui sort de R1 est obligé d'aller dans Non. R3? Alors pourquoi il n'est pas obligé? Parce qu'il peut s'en échapper par R2. Donc c'est pas en série, R1 et R3. D'où l'importance de la petite phrase. D'accord? Oui. Et juste R3 et R4. Voilà, R3 et R4 sont vraiment en série, le courant est le même pour les deux, hein, qui sort de R3 est obligé d'aller dans R4. Donc alors, voilà. Alors on pourrait faire les choses purement mentalement, mais là, pour que vous compreniez bien, je vais prendre la peine de bien redessiner tous les petits schémas. Donc on va refaire un petit schéma rapide, comme ça. Voilà, et là je fais une première REC de. Donc là je remets R1, première R2, et hop. Et ceci, je vais l'appeler REC égale en fait R3 plus R4. Voilà, et je remets VS pour ne pas faire de nord, c'est-à-dire savoir que je veux calculer au bout du bout. Allez, dans ce nouveau circuit, est-ce que je ne pourrais pas faire un regroupement de résistance encore? Voilà, vous voyez les deux points de potentiel arrivés, là, si je les nomme. Et bien, dans ces deux points de potentiel, j'ai R2 et REC qui sont câblés. Donc, je peux remplacer tout ça par une seule résistance. Donc, je vais garder R1 encore. Et puis, les deux, ben, je fais une REC. Et la REC, ça va être donc. Alors c'est R2 en parallèle avec REC, et REC j'ai écrit directement à 3 plus R4. Bon, j'écris comme ça simplement. Et où est le VS? Parce qu'il ne faut pas que je perde le nord. Voilà le VS. Les deux sont équivalents. Ah ouais, parce que j'ai remplacé les deux résistances par la résistance équivalente. C'est pas seulement attention à R2 et pas aussi à... Si, mais maintenant elle est remplacée par une seule résistance qui regroupe les deux. VS et surtout le potentiel A moins le potentiel en B. Voilà. Est-ce que je peux encore regrouper des résistances là? Oui. Ouais, R1 et REC, je pourrais les regrouper, mais vous voyez, si je fais ça, je fais disparaître le point A. Et donc je perds VS. Donc je perds ce que je veux calculer au final.
Et donc en fait, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et en fait, donc maintenant, au lieu de raisonner sur ce circuit-là, je vais calculer VS à partir de ce circuit-là. Et ce circuit-là, ça doit vous rappeler quelque chose. Deux résistances en série alimentées par un générateur. C'est un pont diviseur de tension, c'est le cas de l'exo 1. Donc là, je peux écrire directement VS égale VE que multiplie R1 sur... Ah non, c'est pas R1, il faut mettre R' sur R' plus R1. Alors le R', eh bien c'est R2, c'est 1 sur R2, plus 1 sur R3 plus R4, exposant moins 1, donc je vais indiquer au bout du tableau. Ah, ça nous fait, on va mettre des chiffres directs, donc ça fait 1 sur 22, plus 1 sur 20,2, exposant moins 1. Autrement, alors, on va faire autrement. Je vais juste changer l'écriture, ça ne change pas grand chose. Mais ça, j'avais déjà écrit que je voulais mettre le chiffre direct ici, on va dire c'est 22 ohms en parallèle avec 20,2 ohms. Pourquoi je fais ça? Pour vous donner un peu d'intuition sur les calculs de résistance en parallèle. Ici, vous avez deux résistances qui font à peu près 20 ohms en parallèle. À la louche, le résultat, ça va faire combien? Sans sortir la calculatrice. Alors quand vous mettez deux résistances identiques en parallèle, ça va faire un passage 2 fois plus facile pour le courant et donc une résistance de valeur divisée par 2. Donc 20 ohms en parallèle avec 20 ohms, ça fait 10 ohms. 22 ohms en parallèle avec 22 ohms, ça fait 11 ohms. Et là, à tous les coups, le résultat va être intermédiaire entre 10 et 11. Okay. Et à la machine, ça donne combien? Là, je vous conseille de tous prendre la machine parce qu'il y a plein de gens qui font des erreurs avec les fractions. Donc vérifiez que vous êtes capable de taper correctement ce calcul sur le tableau. Faites-le tous, même si vous avez un résultat. Donc, ça fait 10,53 ohms. Et donc ici, ça fait 10 volts, qui multiplie 10,53 sur 10,53 plus 10. Ça fait la tension 529. 529 au lieu de 526 tout à l'heure, c'est ça? Donc ça, c'est les arrondis, on va pas chipoter. J'aurais pu mettre 512. Alors je vous laisse comparer en termes de quantité de calcul cette méthode-là et la précédente. Vous avez vu? Il y a beaucoup moins de calculs, par contre on a fait un peu de gymnastique d'esprit. Voilà. Mais ça, quand on a un peu l'habitude, ça, on est capable de le faire mentalement, c'est-à-dire on est capable d'écrire ces résultats directement. Alors vous, je vous déconseille, parce que vous n'êtes encore pas, vous n'avez pas l'habitude, donc pour y voir clair, je vous conseille de redessiner des petits schémas rapidement. Et cette méthode, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que moi, là, avec mon habitude, quand je vois ce circuit, je ne fais aucun calcul et je dis tout de suite VS doit être de l'ordre de 5 volts. Instantanément. Pourquoi je n'aurais à faire ça? Parce que mentalement, je vois que cette branche, ça fait à peu près 20 ohms. En parallèle avec 20 ohms, ça fait à peu près 10 ohms. Et ensuite, j'ai un pont diviseur équilibré avec 10 ohms ici et 10 ohms, voilà, 10 ohms ici et 10 ohms ici. Et que quand on a un pont diviseur avec les deux résistances égales, on a vu la dernière fois que ça divisait la tension par 2. Donc intuitivement, comme ça, très rapidement, je maintiens que la tension doit être de l'ordre de 5 volts. J'ai encore fait aucun calcul, je le sais tout de suite.
On revoit le TD de la dernière fois, on a tout démontré. Et c'est dans ton poulie aussi. Bah, revois le TD de la dernière fois, il est en vidéo sur YouTube. Allez, on continue cette deuxième méthode, puisqu'on va faire tout l'exercice par cette deuxième méthode. Et dans l'exercice, il fallait calculer PR4. Allez, PR4, je vous l'ai dit, on a le choix entre trois formules, UI, R carré ou U carré sur R. C'est quoi la plus intéressante des formules là? Alors, moi je dis que R carré elle peut être intéressante. Et U carré sur R aussi. Vous allez voir, elles sont de complexité égale. Ces deux formules. Allez, on va mettre les deux, on va faire les deux. Donc, j'ai une première qui vous dit en fait UR4 au carré divisé par R4. Donc, UR4, pour bien dire ce que c'est cette tension-là. Voilà. Ou R4 fois IR4 au carré. Bah, IR4, en fait, je ne vais pas mettre IR4, ça s'appelle comment pour R4 ? Okay. Alors si on utilise celle-ci, il faut être capable de calculer UR4. Est-ce que quelqu'un voit une méthode facile et rapide pour calculer UR4? Alors regardez. Là, ça ne vous vient pas sous le sens tout de suite. Mais en fait, R3 et R4 sont en série. La tension aux bornes de ces deux résistances en série, on la connaît, c'est VS. Donc on est dans le cas de deux résistances en série dont on connaît la tension aux bornes. Et bien c'est le même cas que celui-là. C'est un pont diviseur. Sauf que la tension, bien, c'est pas VE, cette fois c'est VS qui est connu. Donc on écrit VS. Et ensuite, les deux résistances qui sont mises en jeu, c'est R3 et R4. Donc je mets R4 parce que c'est la tension borne de R4 pour le calculer sur R3 plus R4. Voilà, c'est plié. Donc le VS, je dis, c'est 5,126. Je multiplie. R4, c'est 12 sur 12 plus 8,2. Voilà. Donc on met ça dans la machine. Pourquoi on met R2 plus R3? C'est vraiment R3 et R2, non? Oui, c'est un recul aussi. Mais c'est la formule du pont diviseur, en fait, la résistance dont on veut, au point de laquelle on veut calculer la tension divisée par la somme. Mais dans le fond, pourquoi pour les disques normalement on va pas écrire R3? Ah si. Je sais pas, c'est me stresse dans le cours, en plus, on parle de cet exercice en particulier. Combien pour UR4 alors? 3,045. Voilà, c'est un chiffre significatif, mais c'est pas grave, c'est un résultat intermédiaire. Et donc PR4 égale 3,045 au carré divisé par 0,77 comme tout à l'heure. Voilà, maintenant, si on a voulu faire la même chose, mais en passant par I3, au lieu de passer par UR4, est-ce qu'il y a un moyen rapide d'avoir la valeur de I3? Alors regardez, je vais vous mettre sur la voie, ça va être très simple. Je flèche le I3, vous êtes d'accord dans ce schéma idéal, le I3. C'est surtout que si je regarde cette résistance-là, je connais sa valeur et je connais la tension à ses bornes.
Donc par la loi d'Ohm, j'en déduis le courant. Donc si je regarde sur le schéma, j'obtiens directement que U3, eh bien c'est VS sur R3 plus R4. Ça plus bêta rec, hein, mais ça c'est... Et puis ensuite, on ne va pas tout dérouler, hein, mais vous faites les calculs et vous retenez les 0,77. Non, c'est refaire toutes les questions avec la deuxième méthode. Allez, PVE. Donc PVE, c'est U fois I. Donc c'est comme tout à l'heure, ça va être VE fois I1. Donc la question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment on peut obtenir assez facilement I1. VE, il est connu, hein, il fait 10 watts. Le condiviseur, ça calcule une tension, ça ne calcule pas un courant. De manière assez directe. Oui. On sait que P est égal à I fois I. Oui. Du coup, on peut faire que I est égal à E sur P. P sur V. P sur V. P sur V. Oui, mais en fait, on ne connaît pas, puis on cherche à le calculer. Oui. On connaît avec prime. On connaît. Avec prime. Oui. On peut calculer directement avec prime R1. Ouais, tu es en train de dire, si je te suis, hein, tu es en train de dire, bah, il suffit d'utiliser ce circuit, parce que dans ce circuit, il y a un U. Il est là. Et on connaît la tension ici, et on connaît les deux résistances. Et on sait que ça fait une règle. Donc on se retrouve dans le cas où on connaît la valeur de la résistance, la tension à ses bornes, donc on peut en déduire rien. Donc si on regarde sur ce schéma-là, on peut écrire I1 égale VE sur REC plus R1. REC prime, pardon. D'accord? Voilà, et puis on fait le calcul. Voilà, on ne va pas recalculer, on va retrouver 4,87 watts, hein, comme tout à l'heure. Allez, une deuxième méthode pour obtenir I1. Assez facile aussi. Alors regardez. Là, on sait que I1 c'est égal à I2 plus I3. Sachant qu'on a I3 et qu'on sait combien vaut PVR4. Du coup, on a Oui, on pourrait calculer I2. I3, on a une formule là-bas. Et refaire I2 plus I3. Allez, très bien, ça marche là. Je vais vous en présenter donc une troisième méthode. Alors la troisième, elle consiste à raisonner juste sur cette maille là. Vous voyez, I1 il est là. Et surtout quand on regarde cette maille là, on s'aperçoit que dans cette maille, on connaît deux tensions sur 3. Donc on connaît la troisième. Voilà. Et donc on peut écrire ça. Voilà. On peut écrire comme ça, on peut dire que I1, ben, c'est la tension aux bornes de R1 divisée par R1. Et la tension aux bornes de R1, c'est celle-là. Et bien la tension aux bornes de R1, par loi des mailles, ça va être VE moins VS. Voilà. Et puis après on connaît tout, il n'y a plus qu'à faire les calculs. Vous voyez, il faut être super observateur en fait. Avoir quelques réflexes, etc. En fait, je ne sais pas, c'est comme si vous êtes dans un jeu vidéo et vous avez plein de solutions, mais vous ne les voyez pas au début. Il faut apprendre à voir ces choses-là. Voilà, là je crois qu'on a bien fait le tour de l'exercice. Voilà, donc pensez, ce que vous allez retenir de ça, c'est ok, j'ai toujours la méthode générale pour arriver au résultat. J'ai la disposition, mais je sais qu'elle fait beaucoup de calculs. Donc je vais voir si je ne peux pas avoir des idées, des simplifications qui me permettent d'obtenir mes résultats avec très peu de calculs. Ok, ça va être comment dire, un algorithme interne qu'on va essayer de déployer assez souvent. Allez, ben on va passer à l'exercice 2. Je vous laisse jeter un œil à l'énoncé, le temps que j'efface le tableau et le temps que je refasse le circuit en question.
Non, pas au milieu de... ou sortie définitive. Il faut juste comprendre qu'on ne peut pas autoriser 24 personnes à aller aux toilettes. Sinon, il n'y a plus de télé. Donc tu serais un... Comment dire? Tu seras en cours particulier, il n'y aura pas de problème. Maintenant, tu l'as pas. Alors, si vous démarrez cet exercice, normalement, vous n'allez pas y arriver. Vous allez bloquer sévère. Et quand vous allez voir la réponse, vous allez vous dire, c'est pas possible. J'ai pas vu ça. C'est à peu près sûr. Alors cet exercice, il est inhabituel pour vous parce que c'est un exercice de conception. C'est-à-dire que vous avez un cahier des charges et vous devez en déduire les valeurs des composants du circuit. C'est quelque chose qu'on fait très fréquemment dans le milieu professionnel. D'accord ? Et en fait, l'objectif, l'idée, c'est que j'ai un générateur ici qui délivre du 9 volts et je dois alimenter un circuit intégré qui doit être alimenté en 5 volts. Et j'ai l'idée, pour transformer le 9 volts en 5 volts, d'utiliser un condiviseur de tension. Voilà, et sachant que le circuit intégré là, il consomme un courant qui n'est pas très gros, mais qu'on ne connaît pas, et précisément. On sait juste qu'il est inférieur à 10 microampères. Et on sait que la tension VS doit être de 5 volts avec une tolérance de plus ou moins 0,25 volts. Si on met plus de 0,25 volts, le circuit intégré risque de griller, et si on met moins, il risque de mal fonctionner. La question c'est, quelle doit-on prendre comme valeur de résistance? Qu'est-ce qu'on prend pour R1? Qu'est-ce qu'on prend pour R2? Alors, des idées? Alors, il y a un truc qui est compliqué dans cet exercice, c'est ce que vous avez. Il y a deux choses compliquées. Vous avez dans l'exercice une donnée foireuse. Ce fameux courant qui n'est pas bien connu. Et l'autre truc qui va vous poser souci, et vous verrez par la suite, c'est qu'il n'y a pas une solution à cet exercice. Il y en a 3. Et il y en a une infinité. Mais c'est pas grave, il suffit d'en trouver une. Pour faire une voiture, tu as 1000 façons de la faire, il y a peut-être des milliards de façons de la faire, des infinités. Et ça n'empêche pas les gens de construire des voitures. Pour faire une table, une chaîne. Alors déjà, notre idée de départ, c'était d'utiliser un pont diviseur. Et pour qu'un pont diviseur ça fonctionne, que la tension ici là fonctionne à peu près, il y a une contrainte sur le courant qui est ici. Il faut que ce courant soit nul ou négligeable.
Ce courant est-il négligeable? Pourquoi il est négligeable? 10 microampères, c'est négligeable? Eh bien, moi je dis qu'on ne peut pas dire ça dans l'absolu. Comme si tu me disais, je sais pas moi, 1 euro c'est négligeable. Ça dépend, 1 euro par rapport à 10 centimes, c'est pas négligeable. Par rapport à 10 euros, c'est pas négligeable. Par rapport à 1000 euros, ouais, ça commence à être négligeable. Donc la notion de négligeable, c'est une notion qui est relative. C'est négligeable par rapport à autre chose. Et cette autre chose, pour que ce soit comparable, il faut que ce soit un courant aussi. Donc en fait, il faut que ce courant petit i soit négligeable par rapport à, par rapport aux autres courants du circuit. Alors, les autres courants du circuit, on va les flécher pour savoir comment on parle. Il y en a un qui va couler comme ça, on va appeler I1, et celui-là, on va l'appeler I2. Et finalement, eh bien, si on veut que la formule du pont diviseur puisse fonctionner, c'est à nous de choisir ces courants et de les choisir pour que petit i soit négligeable. Donc là, on est face à un choix de conception. Et on va écrire choix I1 de I1, par exemple, très supérieur à petit i. Voilà, donc I1 très supérieur à 10 microampères. Et là, on a l'embarras du choix, donc il faut faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, 1 ampère, c'est, du point de vue de cette condition, il n'y a pas de problème. Mais je vais pousser un peu le raisonnement pour montrer que ce n'est pas un bon choix. On va prendre, si on prenait 1000 ampères, tiens, pourquoi pas, c'est encore mieux, 1000 ampères. C'est quoi le problème de prendre 1000 ampères? Alors, si je prends un courant de 1000 ampères, ben ici, il faut un générateur de 9 volts capable de fournir 9000 watts. Voilà, il va coûter cher. Tout ça pour fournir combien de watts à ce circuit pour fonctionner? 5 volts fois 10 microampères max, 50 microwatts max. Je vais consommer 9000 watts pour à la fin fournir 50 microwatts. Et les 9000 watts, ils vont partir où? Ouais, ils vont partir en chaleur dans les deux résistances. C'est-à-dire que les deux résistances, ou sur des petites résistances comme ça va être des radiateurs de. Même plusieurs radiateurs mélo. Voilà, donc ce truc-là va coûter la peau des fesses pour rien. Plus je devrais mettre pour faire passer 1000 ampères des câbles de section comme ça, voilà. N'importe quoi. Okay. Donc c'est beaucoup trop, 1000 ampères c'est beaucoup trop, même 1 ampère c'est déjà trop. Alors, un truc qu'on peut faire qui est déjà pas mal, 100 microampères, on verra, c'est pas un mauvais choix. Et pour le moment, je vais prendre la marge, je vais prendre 100 fois plus que les 10 microampères. Monsieur? Oui. Mais vraiment, on choisit la valeur comme ça? Tu dis? La valeur, on l'a choisi comme ça, du coup? Voilà, tu aurais pu prendre le double ou la moitié, ça marche aussi. C'est un choix de conception. Donc ça fait 1000 microampères, 1000 microampères c'est 1 milliampère. Là, la puissance tirée sur le générateur, c'est 9 milliwatts, donc ça commence à être faible. Ok. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est bon, c'est tout décoincé, vous allez vite voir. Pourquoi c'est vite décoincé? Parce que si on veut obtenir R1, voilà, juste le fait d'avoir fait ça, ça décoince tout. Parce que R1, ça va être UR1 sur I1. Et comme on a choisi I1, on le connaît, il vaut 1 milliampère. Et UR1, il n'est pas très compliqué à déterminer. Si on veut 5 volts ici, il faut combien pour UR1? On est dans une maille, là. On connaît les deux tensions sur l'électrode. Donc avec la loi des mailles. C'est vrai qu'il faut 4 volts, ça fait 4, ça fait 9. Allez, c'est 4 volts sur 1 milliampère, 4 kV. C'est fini. Si je veux R2,
R2, je vais écrire que c'est UR2, mais UR2 s'appelle VS sur I2. Égale VS sur... Alors I2, si j'applique la loi des nœuds, I2 c'est égal à... Lui, il est égal à I1 qui arrive par là. Et puis comme il y a I qui se barre à droite, ici il faut reprocher petit I. Donc j'écris I1 moins I. Comme ça. Je mets les valeurs. Mais je vais avoir un petit souci, mais c'est pas grave. Donc VS, je sais que je vise 5 volts. Le I1 c'est 1 mA, ça on l'a déjà dit. Et le petit i, tiens, qu'est-ce que je vais mettre pour petit i? Ah. Ouais. Alors, effectivement, on pourrait dire, tiens, bah, de toute façon, il vaut 10 microampères. Ça, je vous rappelle, ça, avec 1 milliampère, c'est combien de microampères? 1000 microampères. Donc là, que je retranche 10 ou rien, c'est à peu près pareil. Donc c'est pas très grave, on pourrait prendre l'un ou l'autre. Alors je vais faire le choix de mettre 10 microampères. Et vous verrez pourquoi par la suite. Ça va me simplifier le calcul d'après. Mais c'est voilà, mais c'était pas faux de prendre l'image. Donc ça fait 5 volts divisé par 990 microampères. Ça fait 5 volts sur 0,99 milliampères. Voilà, bon moi je peux le faire peut-être parce qu'en fait c'est 1 milliampère moins 1%. Donc le résultat ça va faire 5000 ohms plus 1%, c'est-à-dire 5050 ohms. Quand on réduit un dénominateur de 1%, ça augmente le résultat de 1%. À peu près. Voilà, je sais pas si vous avez fait ça. On peut le faire à la machine, il n'y a pas de problème. Ben ça y est, j'ai déterminé mes deux résistances. Vous voyez que j'ai pas fait beaucoup de calculs. Hein. J'ai juste dû faire un choix de conception, mais qui était guidé par une idée. Et puis après, c'est le grand débat. Ouais, ouais. Voilà. Alors après, on pourrait se débrouiller parce qu'on a quand même une tolérance. Voilà. Mais je ne voulais pas rentrer là-dedans. Ce que je voulais faire maintenant, c'est valider cette conception. Parce que je l'ai fait pour un petit i qui vaut 10 microampères. Ça veut dire quoi que j'ai fait cette conception pour petit i égale 10 microampères? Ça veut dire si ce circuit consomme bien 10 microampères et que je mets bien ces valeurs de résistance, je vais vraiment tomber sur 5 volts pile poil. D'accord? Mais la question que j'ai envie de me poser, c'est si au lieu de 10 microampères, ben, j'ai l'autre cas extrême, c'est-à-dire petit i qui vaut 0, eh bien la tension ne sera plus exactement de 5 volts, elle va sûrement remonter, puisque moins on consomme, plus la tension monte, mais est-ce qu'elle va déborder des 5,25 volts? D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire comme calcul maintenant. D'accord? Ici, petit i égale 0 ampère, et non pas. Et bien là, il faut que je calcule VS. Comment on fait pour calculer VS dans ce cas? Alors regardez, là je suis en train de vous dire, on a ce circuit-là, et le courant qui est ici, il vaut 0. Donc si le courant ici vaut 0, pour calculer la tension au bande R2, je peux utiliser la formule du bon diviseur, c'est le cas d'application. Et c'est tout l'intérêt d'avoir dimensionné la résistance sur 10 microampères, parce que la vérif se fait avec 0 ampère, 0 microampère, et là on peut utiliser directement la formule du bon diviseur. Donc on écrit VS égale VE, qui multiplie R2 sur R1 plus R2, égale 9 volts. On multiplie les 4000, pardon, c'est 5050 ohms sur 4000 plus 5050.
5. Combien? 5,02. Allez, ça va faire 5,025, c'est ça? 0,22 plutôt. 22. Est-ce que c'est dans ma tolérance ça? Oui. J'avais le droit à 250 millivolts de plus et j'en ai que 22. Donc c'est largement dans la tolérance. Très bien. Bon. Donc a priori j'ai répondu au problème. Voilà. Alors ça, ce résultat, on a pu l'intuiter même un peu du départ. Parce que vous voyez, quand on prend un petit i égale 1% de grand i, là, de i1, c'est ce qu'on a fait. Eh bien on sait que l'influence du petit i, là, qui va être 0,10 microampères, ça sera à peu près 1% sur le résultat final. Si il y a une variation qui est de l'ordre du pourcent par rapport à I1, eh bien son influence va être de l'ordre du pourcent. Et les 0,22 millivolts, là, enfin les 0,22 volts sur 5, ça représente combien de pourcents ça? Par rapport à 5 volts? Bah, sur 10 volts, si on a fait avec 10 volts, ça aurait fait 10,44. Sur 100, ça aurait fait 10,44, 10,44. Ça fait plus 0,44%. D'accord? Bon, vous voyez, je dis que ça serait de l'ordre du pourcent, mais finalement, c'est un peu moins que de l'ordre du pourcent, de variation. Bon, ça ne me surprend pas parce qu'il y a deux résistances, etc. Pas plus que ça. Voilà. Alors à partir de là, on pourrait avoir un petit regret et on pourrait se dire, bah, finalement, j'aurais pu prendre un courant non pas 100 fois plus grand, mais seulement 10 fois plus grand. Ça veut dire que j'aurais multiplié par 10 son influence. En multipliant par 10 son influence, au lieu d'avoir une variation de 22 millivolts, j'aurais une variation de 220 millivolts, et ça, c'est encore dans la tolérance. Donc, en fait, est-ce que ça vaut le coup de refaire les calculs et de changer la conception? Non. Oui, non. Alors, vous allez voir que ça dépend du contexte, économique, on va dire, du circuit. Ça va surtout dépendre de savoir comment est fait ce générateur. Donc il y a deux hypothèses. Soit ce générateur, en fait, c'est le générateur c'est fait par le secteur EDF, par exemple. Hein. Ça arrive du secteur. Et là, on va avoir une consommation de 9 mW. D'accord. Admettons que ce système, ça soit, je sais pas moi, quelque chose qui est alimenté tout le temps, 24 heures sur 24. Est-ce que cette consommation de 9 mW, 24 heures sur 24, est-ce que ça va coûter cher à la fin du mois? Non. Alors, on va calculer ça. Donc vous savez que pour avoir le prix, il faut prendre le nombre de kilowattheures et multiplier par 15 centimes. 0,15. Et donc le nombre de kilowattheures, donc le coût par mois, égale les kilowattheures, on est comme ça. On multiplie 0,15 avec un nombre de fois par kilowattheure. Donc les kilowattheures, comment on fait pour obtenir ça? Eh bien, donc ça c'est l'énergie en fait, 1 kilowattheure. Eh bien, il faut faire le débit de ces 9 milliwatts, débit d'énergie. Donc 9 milliwatts, c'est 9, 10 moins 3 watts. D'accord? Mais si je le mets en kilowatts, il ne faut pas que je mette 10 moins 3, il faut que je mette 10 moins 6 kilowatts. Ça, c'est mon débit d'énergie. Et pour avoir l'énergie, il faut que je multiplie par le temps. Et quand je dis kilowattheure, je multiplie par des heures. Non, pendant un mois. Fois 24 heures. Et ça, c'est pour une journée. 30 jours. Je multiplie à peu près 30 jours. Allez, calculer ça, ça va nous donner les kilowattheures. Direct. Alors on a pu faire le calcul en joules et convertir les joules en kilowattheures. C'est-à-dire que là, il a fallu mettre des joules par seconde, etc. Mais en fait, c'est plus direct que ça.
Mais tu t'as dans l'ordre que tu veux, ça peut être encore. Combien? 23. Alors c'est pas possible, hein, parce que t'as 10 moins 6 là. Ah ouais. Fois 24 fois 30, ça fait un nom tout petit. Combien? 0,00648 centimes. Et donc le coup qui est ici, je vais remettre dans le coup qui est ici, ça fait donc 6,48. 10 puissance moins 3, qui multiplie 0,15. 72, voilà, 10 puissance 64. Ah, je vais le mettre comme ça pour qu'on voit bien, ça fait 0,0 0, 1, 9. ah ouais. 972. Par mois. Est-ce que c'est gênant? S'il n'y a qu'un seul, voilà, s'il y a qu'un seul appareil comme ça, il n'y a pas plus. Donc en fait, on peut très bien garder notre choix de conception comme ça. Maintenant, je vais prendre une autre hypothèse. Je vais supposer que ce qui fait ce générateur, c'est une pile 9 volts. Est-ce que c'est une pile 9 volts? C'est une pile carrée, rectangulaire, etc. Une pile 9 volts, ça coûte à peu près combien? Ouais, j'ai 3-4 euros. Il y a 4 euros. Et vous savez quelle est comment on évalue la longévité d'une pile? Non, comment on connaît sa capacité? Alors c'est pas des milliampères. C'est des milliampères. C'est des milliampères-heure. Ou des ampères-heure. Ouais. Donc une batterie, une pile comme ça, a une capacité à peu près de 0,3 ampères-heure égale 300 milliampères. Alors déjà, j'aimerais que vous me... Enfin, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre-là? Oui. C'est qu'elle est capable de fournir 300 milliampères pendant une heure. Oui. C'est-à-dire qu'elle est capable de fournir 300 milliampères pendant une heure. Ça veut dire que si jamais elle fournit 600 milliampères, elle durera que une demi-heure. Si elle fournit 150 milliampères, elle durera 2 heures. Très bien. Ok. Ces ampères-heures, ça correspond à quoi comme... ça correspond à quoi comme type de grandeur physique? Alors ça correspond à de la charge électrique. Je vais vous faire, regardez, 1 ampère-heure. Eh bien, en fait, l'ampère, vous vous souvenez que c'est un coulomb par seconde. Voilà, et ça fait donc 3600 coulombs. 1 ampère-heure, c'est une unité de charge électrique différente de celle du coulomb. 1 ampère-heure, ça fait 3600 coulombs. Bon, c'est pas grave, pour résoudre l'exercice, j'ai pas besoin de ça, mais c'était pour le dire au passage. On va calculer le coût par mois quand même dans ce contexte-là. Alors dans ce contexte-là, vous êtes d'accord, nous on avait dimensionné ici à 1 milliampère, vous vous souvenez de ça? Là, hein. Donc si ma pile elle dure 1 heure avec 300 milliampères, avec 1 milliampère elle dure 300 heures. Donc il va falloir que je change la pile toutes les 300 heures. D'accord? 1 milliampère, égale 300 heures. 300 heures. Donc le nombre de piles par mois, ça fait combien? Alors c'est le nombre d'heures du mois divisé par 300. Hein? Donc le nombre d'heures du mois, là, je l'ai fait, c'est 24 fois 30, divisé par 300. 2,4 piles par mois. Ouais, après... et donc ça va coûter, ça, 4 fois 2,4 par mois. Égale 9,6 euros par mois. Alors déjà c'est un peu chiant ça. Ça commence à coûter franchement plus cher que l'autre solution. Et surtout si vous êtes en milieu industriel et que vous devez payer quelqu'un pour changer la pile régulièrement tous les mois, et bien là ça va vous coûter vraiment très cher. Et en plus, si vous voulez que votre appareil ne tombe jamais en panne, je sais pas, si c'est un détecteur d'alarme par exemple, vous savez, on met des piles dedans.
Et si tous les détecteurs d'alarme, il faut changer les piles régulièrement, plusieurs fois par mois, ça devient l'enfer. Donc dans ce contexte-là, eh bien, vous allez revoir votre conception et diviser le courant par 10, c'est-à-dire mettre 0,1 mA au lieu de 1 mA dans votre choix de conception, là c'est certain. Vous pouvez même travailler à un système qui consommera en temps. Ce qui existe aussi. Donc vous voyez que la réponse à cette question dépend du contexte derrière. Voilà, ce que je veux vous demander à faire pour la prochaine fois, c'est de prendre les données de cette file là, et vous me calculez le prix du kilowattheure vendu par cette file. Et puis vous me cherchez l'exercice suivant qui doit être le 4. Le 4, normalement, vous devez tout savoir faire.